Bonjour, bienvenue sur Campagne TV. Nous allons découvrir aujourd'hui qu'il y a une catégorie encore plus à part de plantes, encore plus vertes, des plantes dites environnementales. Nous allons découvrir avec notre spécialiste aujourd'hui, Philippe Gratadou, qu'il y a une véritable histoire amoureuse entre le radis, la moutarde, la facélie, le trèfle. Bonjour Philippe Gratadou, vous êtes responsable semences à l'entreprise Jouffret de Rio dans la Vienne. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ces plantes environnementales ? Oui, bonjour. Donc en fait, environnemental, c'est le vocable qu'on pourrait utiliser, sachant qu'aujourd'hui, dans la nature et dans le paysage agricole français, on voit fleurir, si j'ose le terme, beaucoup de cultures qui ne sont pas destinées à la production, mais qui sont plutôt des solutions à la fois écologiques et économiques pour l'agriculteur, mais qui sont mis en place au bénéfice de l'environnement dans la majorité des cas. Et on a une multitude d'exemples aujourd'hui dans notre paysage. Alors justement, donc ces plantes dites environnementales, comment les agriculteurs aujourd'hui et comment toutes nos agricultures apparemment les utilisent déjà ? Oui, alors en France, on a énormément de dispositifs qui sont prévus, soit réglementaires, soit volontaires. Et on voit par exemple de l'interculture. Alors interculture, c'est un terme technique, mais pour l'amateur, c'est un engrais vert. En fait, c'est un couvert qu'on met en place entre deux cultures et qui est capable de piéger des éléments minéraux pour en faire bénéficier les cultures suivantes. Donc c'est un exemple, l'interculture, il y en a beaucoup en France. C'est une obligation de couverture, ne pas laisser le sol nu pour éviter le lessivage des nitrates vers les nappes phréatiques. Il y a d'autres exemples. On voit aussi des parcelles qui sont couvertes en permanence, des jachères qui sont dites fixes, même si aujourd'hui il y en a moins dans la nature. En fait, c'est pour éviter des friches, pour éviter d'avoir des chardons qui se propagent dans la nature. Et le couvert qu'on a installé, c'est un couvert maîtrisé et on ne laisse pas la nature parce que la nature, parfois, n'est pas si gentille que ça. Donc c'est un exemple. On peut voir aussi, pour ceux qui prennent le TGV entre Paris et Bordeaux, ils verront des vignes avec des grandes bandes vertes entre les rangs. Ça, on appelle ça l'enherbement des vignes, mais aussi en verger. C'est une solution d'entretien. On réduit les utilisations d'herbicides et on a peut-être un peu d'application ou de travail seulement sous le cep. Voilà un autre exemple, mais on pourra en citer bien d'autres. On a les couverts associés, on peut associer des cultures sans objectif de profit direct pour ce couvert végétal. Je pourrais citer plein d'exemples. Alors justement, maintenant, citez-nous ces plantes. Quelles caractéristiques elles peuvent avoir et quelles sont ces fameuses plantes ? Oui, alors donc... on utilise principalement des espèces qu'on connaissait, on va dire, depuis très longtemps comme fourragères, qui pourraient être utilisées par les animaux. Mais on a un peu recyclé ces plantes parce qu'elles ont un intérêt. Il y a beaucoup de légumineuses, comme la luzerne que chacun connaît, qui a beaucoup d'intérêt parce que c'est une plante qui peut capter l'azote de l'air, qui est gratuit, et en fait le mettre sous forme organique, végétale. Et lors de la destruction de ce couvert, on aura une libération de l'azote gratuite, 30, 40 unités, ça peut être très important. Donc ces plantes-là, c'est des plantes qu'on trouve bien sûr chez les semenciers, qui sont des plantes adaptées à l'usage. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un effort important qui est fait pour trouver les bonnes espèces, mais aussi les bonnes variétés pour ces différents usages. Alors vous me parliez, on parle avant l'émission, pour préparer l'émission, de plantes compagnes. Il y a véritablement une histoire d'amour entre ces associations de plantes. Expliquez-nous. Alors plantes compagnes, ce n'est pas un terme nouveau parce que c'est très ancien. Les premiers jardiniers amateurs ont utilisé des plantes compagnes et même je pense que parmi nous, il y en a qui l'utilisent au quotidien. L'exemple type des plantes compagnes, c'est quand on associe au jardin des carottes avec des oignons. Eh bien, il y a des parasites sur les carottes, on a des parasites sur les oignons, et ils se repoussent mutuellement, ce qui fait qu'on peut avoir des carottes sans mouche de la carotte, avec des asticots à l'intérieur de la racine, et on n'aura pas de mouche d'oignons, c'est-à-dire les mêmes asticots, enfin une autre race d'asticots qui seront dans les oignons. Donc en associant les plantes, on a des bénéfices mutuels qui existent aussi dans le milieu agricole.
Donc c'est ce qu'on appelle plan de campagne aujourd'hui, et on a des exemples en grande culture, en associant des légumineuses avec un colza par exemple. La légumineuse va assurer une couverture du sol et par là même limiter les herbicides qui seront utilisés sur la culture. On a noté au niveau de beaucoup d'agriculteurs aussi des répulsions des insectes, c'est-à-dire que quand on a des insectes, les altises, des petits coléoptères noirs qui viennent sur les radis aussi, hein, mais sur les colzas c'est fréquent, eh bien quand avec le colza il y a d'autres plantes, eh bien le parasite il est perdu, il y a un phénomène de confusion et les attaques sont nettement moins importantes. Ça veut dire aussi qu'il y a moins d'applications insecticides. Ces plantes-là, quand elles se dégradent en sortie d'hiver, eh bien elles vont se dégrader, elles vont minéraliser et fournir à la culture peut-être 30 unités d'azote, 30 kilos d'azote à plus d'1 €. Une trentaine d'unités d'azote, c'est une trentaine d'euros. Et en fait, on peut améliorer aussi les rendements. Voilà un exemple. Mais en fait, on a transposé un système qui existe au jardin, en fait, à la grande culture. Donc c'est en plein développement. Et il y a d'autres exemples. Mais alors, donc, ça fait à peu près combien d'années que les agriculteurs utilisent ces plantes environnementales? Alors, les plantes environnementales, il y a très longtemps, hein, il y a de mémoire, je ne suis pas tout jeune dans l'entreprise, mais il y a plus de 30 ans que c'est utilisé. Au moment des jachères, dans les années 80, les agriculteurs ont installé des couverts pour éviter en fait, le salissement de leurs parcelles, de maîtriser la couverture végétale, éviter d'avoir des adventices qui seront indestructibles plus tard, et puis parce que c'est des parcelles en jachère, c'est pas une friche, on voulait garder la fertilité des sols, donc on a mis des couverts qui amélioraient la structure du sol et puis pouvaient avoir des bénéfices pour la culture qui seraient mis en place dans 4 ans ou 5 ans. Donc en France, la France a été pionnière sur ce sujet-là? On peut dire qu'en France, je pense qu'en Europe, on fait partie des premiers pays à développer ces couverts végétaux et en particulier la couverture des sols pour différents usages. On pense bien sûr au piégeage des nitrates, mais ce n'est pas le seul aspect. Il y a aussi des jachères qui ont été mises en place, des jachères dites mellifères, et on était les premiers quasiment en Europe à développer ces outils. Favorables aux pollinisateurs, des jachères faune sauvage favorables au gibier de plaine. Donc on a développé plein d'outils aujourd'hui qui sont à la fois qui amènent des bénéfices à l'agriculteur en termes de fertilité des sols, mais aussi qui ont des gros atouts environnementaux, ce pourquoi le vocable de plantes environnementales. Donc il y a véritablement en France des entreprises qui sont spécialisées pour produire des semences de ces plantes environnementales? Oui, alors très tôt, les semenciers à la fois qui travaillaient les fourragères et les plantes de couverture ont orienté leur travail de recherche vers des espèces adaptées à cet usage, en particulier des plantes à pousse rapide, des plantes qui pouvaient développer des quantités de matière verte importantes, parce que plus la plante est développée, plus elle a piégé de minéraux, notamment d'azote dans le sol. Et donc il faut des plantes qui ont des pousses rapides à l'automne et qui, si possible, sont faciles à détruire, puisqu'on ne veut pas augmenter les quantités de produits chimiques en destruction. Faciles à détruire, ça veut dire qu'ils sont faciles à détruire mécaniquement, par broyage, par roulage, ou aussi par le gel de l'hiver, pas cette année, mais c'est aussi des plantes qui sont plutôt gélives, qui vont se dégrader. Donc on a besoin de choisir des plantes qui sont adaptées à la rotation, avec des résistances aux parasites adaptées à la rotation, des cycles. Et donc aussi, ce qui est important, c'est de trouver des semences qui soient acceptables, parce que ce n'est pas des cultures de production, de vente, mais c'est des cultures à bénéfice. Donc il faut trouver un compromis, coût de la semence et bénéfice. Donc Philippe Gratadou, vous êtes sélectionneur, chercheur. Pouvez-vous nous expliquer comment vous créez ces variétés? Bien, en fait, comme pour toutes les espèces, on a des stations de recherche et on a sur le terrain aussi des experts agricoles qui sont en contact avec les utilisateurs. Donc il faut connaître à la fois le côté réglementaire, les attentes des utilisateurs et par là même essayer au niveau de nos travaux de sélection, trouver les plantes les plus adaptées. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est pour avoir une variété adaptée, il faut compter à peu près un travail de sélection d'une dizaine d'années, plus 3 années de tests dans les essais officiels en France pour inscrire une variété et pouvoir la mettre en marché. Mais on peut dire que sur l'aspect couverts végétaux, en particulier sur des sélections d'espèces comme l'aves, les avoines rudes qui sont utilisées,
on est pionnier. On pourrait même dire qu'on est pionnier en Europe sur ces sélections-là. Donc 10 à 15 ans pour créer une nouvelle variété. J'imagine que vous pouvez déjà nous expliquer quelle sera l'agriculture et quelles seront les utilisations de ces plantes environnementales dans nos agricultures dans 15 ans? Difficile à dire, mais la tendance actuelle, c'est quand même qu'on revient à l'agronomie. Et l'agronomie, nos anciens parlaient de jachère, parlaient d'engrais verts. Et en fait, on utilise des plantes pour améliorer la production agricole, pour améliorer nos conditions de vie. Et même si ça coûte de temps en temps un petit peu à l'utilisateur, un petit peu à l'État, bon, je pense qu'il y a un bénéfice à tirer pour chacun. Quand on a des contraintes, il faut les transformer en opportunités. Et c'est ce que font la majorité des agriculteurs aujourd'hui qui ont vu qu'ils pouvaient en tirer bénéfice. Donc je dirais c'est le sens du progrès. On va utiliser le végétal. La nature a horreur du vide. Le sol nu n'existe pas. Donc on est là pour orienter cette nature qui est bénéfique pour tout le monde. Alors justement, vous travaillez en direct avec les agriculteurs. Pouvez-vous nous expliquer quel rôle joue-t-il dans votre développement? Bien, l'agriculteur au quotidien prend en compte son environnement. Il a bien sûr des attentes précises, donc c'est un contact permanent à avoir avec eux et aussi de pouvoir expliquer les choses parce qu'il est nécessaire à tous les niveaux d'expliquer pourquoi il y a des contraintes, pourquoi il y a des solutions qui existent et qui demanderont un petit peu d'argent mais qui sont tellement, qui ont des retours sur investissement tellement importants qu'il faut de la pédagogie, il faut expliquer. Il y a plein de solutions à disposition mais il faut en parler. Il faut en parler parce que naturellement, eh bien, on ne va pas chercher l'innovation et elle existe. Alors justement, en parler, expliquer, est-ce qu'au niveau des formations des futurs agriculteurs, des futurs ingénieurs, des futurs cadres de l'agriculture, est-ce que ce concept, cette utilisation est développée actuellement? Oui, je pense qu'au niveau de l'enseignement, on a bien perçu qu'il y avait besoin de former des élèves à cette nouvelle approche de l'agriculture qui est toujours intensive parce qu'il faut produire, mais qui est plus respectueuse des conditions environnementales. Il y a d'énormes évolutions en termes d'application de produits phytosanitaires. Dans la conduite des cultures, il y a énormément d'améliorations. Et je dirais que les élèves aujourd'hui de l'enseignement agricole sont très sensibles à ces solutions parce qu'il y a une grande diversité d'études. Merci beaucoup Philippe Gratadou. Grâce à vous, nous n'allons plus regarder les champs de la même manière et nous allons guetter ces fameuses plantes compagnes et ces insectes confus. Merci beaucoup et à très bientôt sur Campagne TV. Au revoir.